Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à identifier tes stratégies de motivation, d'intégrer et d'obtenir des résultats dans tous tes domaines de vie, que ce soit pour ton développement personnel, pour ton couple, tes relations avec tes enfants, ta performance au travail ou ton leadership dans tes relations sociales. Bien souvent je m'interroge parce que dans un système où avoir de l'ambition, avoir de l'audace, se développer personnellement et professionnellement et gagner de l'argent est encore critiqué et bien sûr dénigré. Dans un monde où la culpabilité et la honte prennent le dessus sur l'enthousiasme et la joie de vivre, sur la volonté et la détermination, mon interrogation est comment nous devons choisir entre le sens et la réussite ? Comment devons-nous choisir entre l'authenticité et l'adaptation, entre la sincérité, l'estime de soi et le courage d'être soi ? Comment devons-nous choisir entre l'engagement et la réalisation, entre la vie de nos rêves et faire la différence dans la vie de milliers de personnes ? Comment pouvons-nous être des humains, des chefs d'entreprise, des chefs de service, des soignants, des investisseurs dans le domaine de la santé, des thérapeutes, sans sacrifier nos rêves et ce qui est vraiment essentiel pour nous. Mon nom est Sylvie Vanneville et bienvenue dans le podcast qui t'aide à cultiver un esprit gagnant. Transformer la culpabilité en audace, c'est aujourd'hui. Je suis heureuse de vous recevoir sur un nouveau podcast parce que oui, j'ai envie de partager avec vous ces interrogations. Pourquoi avoir échoué en France, c'est être coupable, alors qu'aux États-Unis, c'est être audacieux ? Pourquoi avoir échoué jeune en France, c'est avoir échoué à se mettre sur les bons rails, alors qu'aux États-Unis, avoir commencé jeune à échouer, c'est avoir commencé jeune à chercher sa voie. En France, quand on a un échec, on est marqué au fer rouge, alors qu'aux États-Unis, on cultive le sens du rebond. Et c'est un secret de l'existence. Je vais vous partager cette histoire de deux jeunes qui ont 13 ans, en hiver 1999. Ces deux jeunes sont en France, ils sont à Tarbes. Je m'en souviens très bien parce que c'est le moment où j'effectue beaucoup de gardes à la clinique Villette pour la radiologie et je me souviens de ces rediffusions de ce match, un match entre deux jeunes. C'est le tournoi des petits as. Et je vais vous reparler de deux joueurs qui ont le même âge, la même taille. Et oui, Nadal et Gasquet. En hiver 99, Richard Gasquet, qui est le petit Mozart du tennis français, il fait la une de tous les journaux. Ma maman est buraliste et vendeuse de presse. Moi, je m'en souviens très bien parce que à cette époque-là, à partir de ses 9 ans, il fait Gasquet la une des tennis magazines, de tous les magazines. Et c'est vraiment impressionnant pour moi parce que je suis jeune aussi, mais je me dis comment est-ce possible ? Alors qu'on a vu que d'autres joueurs sur les devants, les premières pages, les unes des journaux, de ces magazines spécialisés dans le sport, là arrive Gasquet qui prend toute la place. Et en hiver 99, va jouer une finale entre Richard Gasquet et Nadal. Et si vous voulez, vous pouvez la revoir sur YouTube, le match Gasquet-Nadal, et vous marquez Gasquet-Nadal 13 ans, vous retrouverez ce match où on voit Nadal qui s'effondre sur son siège et qui est dépité par cette défaite. Gasquet, on le verra, il a des gestes parfaits, la beauté du revers de sa main, l'agressivité dans son jeu furent pour lui la source de sa victoire. Par contre, pour son adversaire, ça a été des blessures narcissiques, des grosses blessures qui ont vexé Nadal, et Nadal va tomber sur sa chaise, sonner, et il va après se reprendre et devenir qui on sait, je vous en parle tout de suite. Je voudrais reparler simplement de la blessure narcissique. On aborde quand même un peu de neurosciences, on ne peut pas parler que des joueurs de tennis. Dans les magazines, vous entendez narcissique c'est très grave, on ne peut pas être narcissique. Sauf que c'est faux. On a tous besoin d'un peu de narcissisme. Le narcissisme, c'est l'admiration de soi-même, la contemplation de soi-même, c'est une fixation affective de soi-même, c'est sain. Avoir trop de narcissisme, c'est un trouble de la personnalité, c'est la mégalomanie. Donc là, c'est pas bon d'avoir trop de narcissisme, mais pas en avoir du tout. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas se constituer, et il en faut, parce qu'il faut de l'amour de soi. Il faut cultiver l'amour de soi. L'amour de soi, ça fait partie des 3 piliers de l'estime de soi. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Sans amour de soi, on peut avoir une aussi grande confiance en soi qu'on veut, on sera toujours voué à un échec parce qu'on n'a pas cultivé assez d'amour de soi et une belle image de soi. Nadal va être touché dans ses blessures narcissiques et il va travailler. Alors ce jour-là, Nadal, il a échoué pour devenir le plus grand champion du monde de sa classe d'âge quelques années après et l'année suivante. Rafael Nadal par la suite sera numéro 1 mondial et le restera des années.
Il va remporter 60 tournois, dont 12 titres du Grand Chelem. Et Richard Gasquet, lui, est devenu aussi un grand champion, mais n'a pas dépassé la 7e place mondiale. Il a déjà eu la 7e place mondiale, c'est déjà c'est très très beau. Alors qu'en 99, tout donnait espoir à Gasquet pour être le meilleur mondial et tout déchirer, tout décrocher. Où s'est jouée la différence ? La question, où s'est jouée la différence ? Eh bien, Rafael Nadal, jeune, il a connu beaucoup d'échecs. Des matchs perdus et une incapacité à maîtriser sa technique de coup droit. Le coup droit classique pour Nadal, c'est difficile, c'est très difficile et il va continuer à s'entraîner, mais il va développer un coup droit non conforme. Sa raquette partant en hauteur et sa frappe telle un lasso, comme diront les spécialistes du tennis. Ce coup droit non conforme va devenir la signature de Nadal et va devenir les sources de ses grandes réussites. Après sa défaite contre Richard Gasquet, ils vont se rencontrer à 14 reprises et Rafael Nadal remportera les 14 autres matchs contre Gasquet. Match après match, Rafael Nadal va s'intéresser davantage à son jeu et à l'analyser en profondeur, toujours analyser ses faits et ses gestes, avec son oncle et entraîneur Tony Nadal. Sans doute que c'est là, à Tarbes, en 99, au plein cœur de l'hiver, qu'il a plus appris que de tous ces grands matchs qu'il a gagnés. Peut-être même que en cette seule défaite a fait de lui ce qu'en 10 victoires n'a pas pu faire pour Richard Gasquet. Ce jour-là, il a été victime de Richard Gasquet, de sa puissance, de son agressivité dans le jeu, mais il a décidé de transformer l'agressivité en la conviction qu'il pouvait être meilleur. Il a très vite développé son propre talent. Et l'histoire aussi fait que l'année suivante, il va remporter le tournoi des petits as. Quant à lui, Richard Gasquet, il va avoir des succès tout le temps jusqu'à ses 16 ans. Il va enchaîner jusqu'à ses 16 ans des facilités déconcertantes. Cependant, comme il n'a pas assez échoué dès le départ, il a pris du retard et il n'a pas pu exploser comme ce qu'avaient prédit les têtes de journaux à ses 9 ans. Et le petit Mozart du tennis français. Les succès, certes, sont agréables, mais sont beaucoup moins riches que les échecs. C'est ce que nous donne l'enseignement des échecs et la conviction de Charles Pépin, le philosophe. La conviction de Charles Pépin, c'est que plus on échoue tôt, plus on réussit dans la vie. Il y a des succès qu'on réussit et que nous remportons seulement en livrant bataille. C'est le secret de l'existence humaine. Je vais vous parler maintenant, les créateurs de start-up aux États-Unis, dans la Silicon Valley, savent rebondir très vite. Et aux États-Unis, la culture du fail fast, échouer vite, et fail fast, learn fast, ça veut dire échouer vite, apprendre vite, va être soulignée et on est avide de ces réussites. Les meilleurs des startups, ils échouent, ils recommencent, mais ils ont appris de leurs échecs pour pouvoir créer mieux avec des meilleures théories. Dans son métier de professeur de philosophie, Charles Pépin raconte que quand il a les élèves en terminale pour leur cours de philosophie, il est préférable que certains élèves aient une mauvaise note inaugurale dès le début, un 0, un 2, un 3, qui les met en posture de changement radical, demandé, et qui va leur permettre de s'ouvrir à la philosophie et de travailler beaucoup mieux et de comprendre plus vite les notions philosophiques. Il a aussi, Charles Pépin, enseigné à Sciences Po. Sciences Po, la philosophie est rebaptisée la culture générale. Et durant les stages d'été, au mois d'août, ceux qui rentrent en Sciences Po, ils ont 5 semaines de culture générale et c'est un concours qui a lieu fin août, début septembre. Et les élèves arrivent et le stage d'été, ils se rendent compte que les premières semaines, quand les élèves ils ont des stages et des notes à ces stages correctes, ils échouent beaucoup plus à la fin de Sciences Po que ceux qui échouent de façon désastreuse au début. Désastreuse ou qu'ils échouent brillamment. Ils parlent de échouer brillamment. Parce qu'ils sont connectés et ils rencontrent une nouvelle réalité. La réalité que rien n'est gagné d'avance et rien n'est acquis. Et ils vont se remettre à s'éveiller à cette culture générale, à cette philosophie. L'échec rapide, plus rapide plus il est rapidement rectifié et pas d'échec du tout. C'est mieux que pas d'échec du tout. Vaut mieux beaucoup d'échecs rectifiés très vite que pas d'échecs. Alors, si cette notion, elle peut sembler évidente, qu'on enfonce des portes ouvertes, elle est très minoritaire en France. Pourquoi ?
Eh bien parce qu'en France, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas. On a peur, on a une culture de la peur de la vie, la peur du réel, la peur de l'échec. Et si on échoue en France, c'est-à-dire qu'on sort du sillon. Si quelqu'un échoue, etc., on pense qu'il est sur le bord du trottoir, qu'il n'est pas dans le sillon, etc., et qu'il ne pourra pas avancer. Alors que aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Finlande ou en Norvège, les entrepreneurs, les figures politiques, les sportifs aiment mettre en avant leurs échecs rencontrés au début de leur carrière et ils les abordent fièrement comme des guerriers qui montrent leurs cicatrices. Dans notre vieux pays qu'est la France, nous définissons au contraire toute notre vie par les diplômes obtenus quand nous vivions encore chez nos parents. Et oui, on se définit en France toujours par le diplôme obtenu à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans, alors que notre diplôme évolue et nous avons acquis d'autres et de nouvelles compétences. Moi, si je m'arrêtais à mon diplôme obtenu en 98, le diplôme d'imagerie médicale, l'imagerie serait simplement basée sur de l'imagerie analogique. C'est-à-dire, quand on faisait des radios à l'époque, ou même de la photo, il y avait un bain de révélateur, fixateur, faire sécher et on développait la radio. On allait même dans des chambres noires encore pour développer les radios. Alors qu'aujourd'hui, en 2023, tout 25 ans après, tout est basé sur... Oui, 25 ans après, c'est bien ça, tout est basé sur le numérique. Et bien heureusement, parce qu'aujourd'hui, en imagerie médicale, quand on fait par exemple de la mammographie, de la détection de cancer du sein, on est assisté par l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence humaine du radiologue et il y a l'intelligence artificielle qui vient se matcher ensemble. Et on ne pourrait pas faire sans l'intelligence humaine, bien sûr, mais l'intelligence artificielle nous permet d'être assistés et de parfois nous orienter sur des images qui pourraient être pas vues par l'œil humain comme étant un cancer, un début de cancer. C'est pareil sur les fractures. Moi je trouve ça merveilleux quand on fait de l'imagerie médicale, on est assisté en intelligence artificielle, donc moi je suis toute fière quand je vois les fractures et puis quand l'ordinateur il dit une fracture là, une fracture là, une fracture là, et bien voilà, je suis toute fière parce que je les ai vues et que j'ai encore l'œil bien aiguisé. C'est pareil en traitement de cancer, en radiothérapie. Il y a 25 ans, je vous assure, le traitement de cancer 25 ans en arrière, dans mes années d'études, n'a plus rien à voir avec le traitement de cancer aujourd'hui. Traitement de cancer aujourd'hui, il y a beaucoup moins de risques d'erreur, c'est très très précis. On cible vraiment sur la tumeur et toutes les courbes de dosimétrie sont faites pour préserver les organes nobles qui n'ont pas besoin d'être irradiés. Et ça, ouf, heureusement, on ne s'est pas arrêté à notre... Et moi, je ne me suis pas arrêtée à mon diplôme d'il y a 25 ans si je n'avais pas continué à apprendre de l'expérience, des nouvelles technologies, des nouvelles machines qui arrivent sur le marché. Si je n'avais pas continué à apprendre, comme vous tous, avec nos PC, comme nous tous, avec nos nouveaux logiciels, si on ne continue pas à apprendre de notre expérience professionnelle, on n'évolue pas. Pourtant, en France, on nous base simplement sur, quand on nous dit je suis diplômée de 98, je suis HEC 76, je suis ENA 89, je suis donc diplômée de 1982 de telle école de dentiste par exemple, ou de médecine 78, etc. Heureusement que tout a évolué. Heureusement qu'on a évolué et que les personnes de leur expérience ont avancé pendant toutes ces années. Aux États-Unis, on ne se définit pas par son année de diplôme. Alors, chez nous en France, c'est comme si cet diplôme nous donnait une identité et une valeur pour réussir bien, réussir vite, et comme si c'était possible et souhaitable, rester installé à l'abri du risque, s'installer dans des rails, dans la conformité, dans une carrière toute tracée et définie à l'âge de nos 20 ans. C'est pas étonnant du tout que nous, Français, nous sommes les plus gros consommateurs de psychotropes, d'antidépresseurs, et le taux de burn-out et de dépression soit autant important dans nos populations. Parce qu'on n'accorde pas le droit à l'expérience, au changement d'orientation au plein cours de la carrière. En fait, toutes les personnes qui disent je me suis réorientée, j'ai changé de carrière, les personnes sont vues comme des personnes atypiques. C'est pas la normalité. Il y a déjà un jugement qui est posé sur chaque personne qui décide de faire même un bilan de compétences et de se réorienter sur quelque chose de complètement différent. Alors que ailleurs dans le monde, ce n'est pas catégorisé de la même façon, ni jugé de la même façon. C'est plutôt un effet waouh. Et ici, c'est un effet wow. C'est pareil dans l'éducation nationale. Je vais vous partager autre chose sur l'éducation nationale. Quelqu'un qui aura raté son agrégation à 20 ans, qui aura obtenu que le CAPES, celui qui aura obtenu que le CAPES, il va enseigner 18 heures par semaine. Et ça, toute sa carrière, pour gagner beaucoup moins que celui qui aura reçu l'agrégation, il va enseigner que 14 heures semaine, il va être mieux payé,
Par contre, celui qui sera co-CAPES, il va le payer toute sa vie, sans avoir la possibilité de rémunération supérieure, alors qu'il va pouvoir aussi mettre en avant d'autres expériences dans le cours de sa vie, mais non, ça compte pas pour l'éducation nationale française, ça ne compte pas. Logiquement, c'est dans cette même France que les élèves sont sommés de savoir ce qu'ils veulent. Dans notre France, les élèves doivent savoir ce qu'ils veulent en seconde. On met un stress énorme sur nos étudiants. En seconde, on doit savoir si on s'oriente vers du scientifique, du littéraire. Et on a très peur, les parents comme les enfants, d'une erreur d'aiguillage. Alors qu'il y a forcément presque jamais d'erreur d'aiguillage parce qu'on peut reprendre et les parcours atypiques le montrent. Mais c'est vraiment une minorité en France. Et on fait peser la culpabilité sur chacun de ces enfants. Quand ils se trompent d'orientation, ils portent sur eux cette culpabilité, alors que non, c'est audacieux de dire bah non mais ça j'aimais pas trop, je vais changer et je vais prendre une autre voie qui me plaît un peu plus. Et c'est différent à Boston. Par exemple, à Boston, en université de médecine, comment ça se passe ? Il y a trop d'élèves qui veulent faire médecine aux États-Unis. À l'université de médecine de Boston, les élèves aspirant à faire médecine, ils sont trop nombreux. Comment ils font ? Les professeurs vont privilégier les candidats ayant déjà connu un échec plutôt que ceux qui n'ont fait aucun échec. Pourquoi ils choisissent davantage les élèves qui ont déjà connu un échec, ceux qui ont entrepris d'autres études avant de prendre la filière médecine ? Parce que ils savent que si ils ont décidé de faire médecine, après un échec dans une autre voie, c'est que c'est un choix délibéré. Et qu'ils ont déjà échoué quelque part, et comme ils ont déjà changé de voie une fois, il est moins probable qu'ils en changent une seconde fois. Les lycéens, les étudiants français ne sont pas les seuls à souffrir de ce carcan, de lot de culpabilité, du fait qu'en France, l'échec est mal perçu. Faire faillite, pour un entrepreneur français, c'est un handicap à vie. C'est un handicap difficile à surmonter. La plupart du temps, la personne, le chef d'entreprise qui aura fait un échec ou une faillite va être stigmatisé. Et ensuite, il aura un mal fou à créer un nouveau projet et à obtenir de nouveaux financements. Pourquoi ? Parce que pendant des années, et jusque 2013, dans les banques françaises, il y avait un fichier à la Banque de France, le fichier 040, qui répertoriait tous les entrepreneurs ayant connu une liquidation judiciaire. Chacun de ces entrepreneurs, avec un mindset de leader, d'entrepreneur, était marqué au fer rouge et avait vraiment des difficultés pour recréer une entreprise. Beaucoup qui ont connu ça ont dû demander des fonds à des amis, à de la famille pour pouvoir recréer une nouvelle entreprise. Alors qu'ils ont connu l'échec et ils savent comment ne plus retomber dans cet échec. Mais la France, même si depuis 2013, ce fichier n'existe plus à la Banque de France, le fichier 040 n'existe plus, les réticences des banquiers et des investisseurs français demeurent face à l'échec français, d'un entrepreneur français. Avoir échoué en France, c'est être coupable. Et aux États-Unis, c'est être audacieux. C'est se mettre sur les bons rails. Aux États-Unis, c'est commencer à chercher sa voie et à trouver sa voie. Aux États-Unis, on va vous prêter beaucoup plus vite. Cet échec, cette expérience sera une preuve de maturité, une assurance qu'il y a au moins un type d'erreur que cet entrepreneur, en créant une nouvelle entreprise, ne recréera pas la même erreur. Il aura connu la première erreur, il ne va pas la recommettre une deuxième fois. Donc voilà, c'est la grande différence entre notre culture française et américaine. Et ailleurs dans le monde, en Finlande et en Angleterre, en Norvège, etc. Ça relève vraiment d'un gros problème français. L'expérience de l'échec et l'expérience de la vie même. Dans l'ivresse du succès, nous n'avons souvent que l'impression de flotter. Nous affirmons volontiers, nous ne réalisons pas. Dans l'échec, frappe le mur, met le genou à terre parce qu'on a échoué, quand c'est comme Rafael Nadal qui va s'effondrer sur sa chaise. Au contraire, nous nous heurtons à une réalité que nous ne connaissions pas jusque-là et qui nous heurte, qui nous blesse, qui va nous rendre plus audacieux, plus vaillants, plus travailleurs. C'est la même chose pour un couple. Quand on va échouer dans son premier couple, on va essayer de ne pas recréer la même chose dans un deuxième couple. Pour soi-même ou pour un sport, de la même façon. Pour son travail, de la même façon. Dans une entreprise où on va échouer avec des conflits entre collaborateurs, collègues, etc., on ne va pas recréer la même chose quand on va quitter une entreprise et rentrer dans une autre entreprise, parce qu'on va travailler son mindset au minimum
chaque personne bien constituée, et on est quand même la majorité des personnes à arriver à se remettre en question. Il n'y a que quelques personnes qui n'arrivent pas à se remettre en question, et ce sont des personnalités bien particulières qui n'arrivent pas à se remettre en question. Mais la majorité des personnes, face à un échec, va se remettre en question et va travailler pour dépasser cet échec. Donc, quand on est dans l'échec, qu'on change d'entreprise, qu'on est licencié, qu'on divorce, perd une entreprise, qu'on fait faillite, quand on rate un diplôme, etc., ne gardons pas le poids de la culpabilité sur nos épaules. C'est très très français, c'est très béret et baguette et saucisson sec. Et non, ne gardons pas ça. Partons versus américain, même si on est minoritaire, gardez l'audace de toujours vouloir avancer. Et c'est comme ça que sont créées les grandes réussites mondiales et françaises aussi. Marie Curie, elle n'est pas restée dans la culpabilité quand un autre grand chercheur est venu à sa rencontre à Paris, dans les locaux où elle était avec son tablier, elle était toute grise de punch-bend sur elle, parce qu'elle triait le punch-bend elle-même, Marie Curie. Elle triait le punch-bend pour trouver des mini-grammes de radium, des microgrammes de radium, des particules de radium, et elle triait elle-même. Il ne pensait même pas que c'était Marie Curie. Ce grand chercheur, Oswald, quand il arrive, il ne pense même pas que c'est Marie Curie. C'est pas possible pour lui que ce soit Marie Curie qui trie le punch-bend. Mais si, Marie Curie, elle n'a jamais pris la culpabilité sur le dos et elle a toujours eu l'audace. Quand elle a été chercher son 2e prix Nobel à Stockholm, la France lui met une tonne de culpabilité. Je vous en parlerai dans un autre podcast parce que moi, Marie Curie, je l'adore. Et lui met une culpabilité sur son dos alors qu'elle a perdu son mari 5 ans plus tôt, Pierre Curie. Et ils vont lui mettre une culpabilité et elle aura l'audace d'aller traverser et aller à Stockholm, aller chercher son 2e prix Nobel avec sa fille Irène Curie, qui deviendra Irène Joliot. Voilà, c'était avec plaisir que je vous ai partagé ces différents points, la faculté que nous avons et le sens du rebond. Échouer est un secret de l'existence humaine et on n'a pas à prendre la culpabilité ou une culpabilité trop grande, on peut garder l'audace. Il y a une vision évidente et pourtant c'est très minoritaire en France. Même si on est minoritaire en France sur cette idée qu'on peut continuer à construire, il faut prendre, même si on est des minoritaires, Martin Luther King était minoritaire, plein de grandes personnalités ont été minoritaires, mais ils ont choisi la voie de la minorité et ils ont tracé leur chemin et accéder à de très grandes réussites. La résistance à l'échec nous conduit à nous questionner et à analyser et à nous étonner. Moi, je me vais partager encore, quand on est éveillé par l'échec, d'autres vont se retrouver endormis, secoués, pas assassinés, c'est pas ça, mais presque. Certaines personnes, on va être éveillées par l'échec, ça va nous mettre en réaction. Moi, je me souviens, je suis en seconde et il faut choisir sa voie. En seconde, je dois choisir ma voie. Est-ce que je prends scientifique ou économique et social ou L? C'est à l'époque, c'est la dernière année où il y a les bacs A, B, C, D et le bac L, ES et S, scientifique. Aujourd'hui, ça a encore changé les bacs. Donc moi, c'est la dernière année et dans ma classe, on va être 16 redoublants. Je fais partie des redoublants, je suis très très vexée. L'échec et le redoublement dans ma famille n'a pas été très très bien pris, surtout par mon papa. Et par moi non plus. Je suis vexée, terriblement vexée. Je vais refaire ma seconde. Ma seconde, alors pourquoi c'était pas totalement un échec, mais on voulait m'orienter en première ES parce que j'étais très bonne en histoire géo et en économie et sociale. Et j'avais des notes plus moyennes en scientifique, en physique, maths et SVT. Et moi, je voulais faire l'imagerie médicale. Donc je dis non. Je veux un bac S, le prof de maths, je me souviens, un très très bon prof de maths. Il s'appelle Monsieur Deswart, je le salue, ça c'était un très très bon prof, je le croise encore régulièrement. Monsieur Deswart, il va, Mademoiselle Janssen, je m'appelais Janssen à l'époque, Mademoiselle Janssen, vous êtes une des plus jeunes, vous inquiétez pas, on vous propose le redoublement, vous pouvez passer à l'appel, peut-être que vous allez passer. Et en fait, je vais vouloir aller à l'appel, mais on va quand même me refaire redoubler parce qu'on me dit c'est une chance, vous êtes très jeune, vous pouvez redoubler. C'est vrai que j'avais pas la maturité nécessaire, j'avais fait une première année en internat où j'ai beaucoup ri avec les copines et je vais me remettre de cet échec
je vais être séparée des copines, mais je vais retomber quand même avec beaucoup de redoublants, puisque dans ma classe, on était 16 redoublants. Imaginez, dans les autres classes, il y avait vraiment beaucoup de redoublements proposés, encore à cette époque-là. Et là, la deuxième année de seconde, elle va être très très bénéfique pour moi, parce que là, j'ai tellement été vexée que je vais me mettre à bosser toutes les matières qui m'intéressent vraiment, même celles qui m'intéressent moins, parce que là, c'est plus question que je ne réussisse pas. Voilà. Je salue 2 de mes professeurs, parce que j'ai eu au lycée des Flandres 2 très bons professeurs, Monsieur Deswart et Monsieur Dewal. Monsieur Deswart, donc prof de maths, et Monsieur Dewal. Alors Monsieur Dewal, champion du monde d'orthographe quand même, je le signale. Il m'a donné le goût de la lecture, m'a donné le goût et le partage des œuvres françaises. Monsieur Dewal, il nous racontait, et moi il m'impressionnait, quand c'était les vacances, il était dans son abri de jardin et il relisait le dictionnaire. Moi, à chaque fois que je passe devant un dictionnaire, je pense à Monsieur Dewal. Alors voilà, c'est un échange personnel que je vous partage, mais c'est vrai qu'à chaque fois, au fond de nous, à chaque fois qu'on échoue, cet échec nous met en énergie très positive, si on arrive à la prendre, cette énergie positive, pour mettre du plus et comprendre, analyser ce qui nous a fait échouer et se dire, plus jamais, où je retravaille tous les points qui m'ont fait échouer. C'est avec plaisir et on se retrouve, nous, pour une prochaine capsule mercredi prochain. En attendant, passez une très très bonne semaine. L'expérience de l'échec est l'expérience de la vie même et on sort de la culpabilité et on prend toute l'audace que ça nous procure. Allez, bye bye, bonne journée les gagnants. Voilà pour ce podcast de la semaine. Pour chaque mercredi, une nouvelle publication de podcast et c'est un plaisir que je partage avec vous. Pour aller plus loin et pour travailler plus en profondeur, vous avez la possibilité de rejoindre le programme Esprit Gagnant en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. C'est un programme qui vous aide à avancer pour garder un esprit gagnant malgré l'adversité. Vous allez avoir des lives tous les 15 jours pour avancer sur votre mindset. Mindset, c'est l'état d'esprit. Sur des sujets de la semaine ou de la quinzaine, on va travailler ces différents sujets avec des exercices et on va approfondir toujours plus avec des exercices en PNL, en neurosciences, en thérapie comportementale. En introspection, on va avancer sur vous-même pour vous garder un esprit gagnant et récolter le fruit de vos réussites. Je le rappelle souvent, nous récoltons ce que nous semons. C'est une loi de la nature et certes une loi de l'attraction. À très vite, on se retrouve sur le prochain podcast dans une semaine, mercredi prochain. Bye.